Écoutez, le titre de la conférence, j'ai modifié unilatéralement le titre de la conférence, ok, de moi et Jenica pour appeler ça des tourbillons de l'eau de l'électricité. Et vous parlez spécifiquement des recherches qu'on fait sur les turbines hydrauliques à l'Université Laval. Ce qu'on va voir essentiellement, c'est que le laboratoire de machines hydrauliques va utiliser et les simulations numériques et les mesures sur modèle pour être capable de résoudre des problématiques reliées à l'hydroénergie. La conférence, on va la faire en deux parties. La première partie, c'est moi qui vais la faire. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais vous parler essentiellement du contexte dans lequel on fait de la recherche sur les turbines hydrauliques au laboratoire et vous parler justement de vous donner quelques exemples de résultats de recherche du laboratoire. Ensuite, Janika va spécifiquement vous parler des projets dans lesquels elle a été impliquée sur la simulation des interactions fluides-structure à l'étape de pré-expérimentation dans une turbine Francis. Donc, le contexte de la recherche au laboratoire de machines hydrauliques, donc la première partie de la présentation. Essentiellement, ce dont je vais discuter dans cette partie-là, c'est évidemment le contexte. Je vais vous donner des exemples de problématiques. Entre autres, je vais vous parler du sans charge, du régime sans charge. C'est un peu particulier, c'est rare sans charge, ça veut dire c'est comme faire tourner une turbine sans produire de l'énergie. C'est rare qu'on va décrire un système mécanique, puis que pour un système mécanique, sa capacité à fonctionner sans charge devient importante. Donc, c'est comme essayer de vendre une voiture avec ses performances quand le moteur est démarré, mais au repos, puis la transmission est au neutre. Ensuite, je vais vous présenter justement le laboratoire de machines hydrauliques, le consortium de recherche en machines hydrauliques. C'est un peu disons, c'est un peu des détails administratifs, mais quand même, on va passer au travers, c'est pertinent. Puis, je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui vient d'un projet qu'on a complété, donc sur une turbine bulbe. Puis, je vais commencer à vous introduire le projet TR Francis dans lequel Janica est intervenue et a réalisé en fait deux projets différents. Donc, Janica va vous en parler un peu. Donc, le contexte, l'hydroélectricité dans le monde, à quoi ça ressemble? Donc, en 2018, il se produisait quand même 4200 TWh d'électricité. Ça représente l'alimentation en continu de 245 millions de maisons de 100 mètres carrés habitées par 5 personnes. En 2018, la puissance ajoutée sur les réseaux électriques qui provient des turbines hydrauliques, c'était 21,8 gigawatts pour une puissance totale installée dans le monde, une puissance associée à l'hydroélectricité, on s'entend là, de 1292 gigawatts. De façon étonnante, le Canada est le quatrième plus grand producteur au monde, derrière les Américains, le Brésil et la Chine, qui est de loin le plus gros producteur d'hydroélectricité au monde. Rapidement, je ne veux pas vous donner un cours de façon exhaustive sur le sujet, mais rapidement, juste pour mettre les choses un peu en place, à quoi ça ressemble une turbine hydraulique. Essentiellement, ce que vous allez avoir, vous allez extraire l'énergie qui provient d'une chute d'eau, donc de l'énergie contenue dans un écoulement d'eau. On va l'extraire au moyen de quoi? Au moyen d'une partie tournante qu'on appelle la roue, okay, qui est généralement constituée d'aubages à travers lesquels l'eau va s'écouler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est transformer, par exemple, de l'énergie potentielle, qui est une chute, une variation de niveau, en énergie de pression, ensuite convertir l'énergie de pression en énergie cinétique, puis extraire l'énergie cinétique de l'écoulement. On va faire ça comment? Ben, généralement, on va avoir ce qu'on appelle une bâche spirale qui permet de convertir une partie de l'énergie de pression en rotation. On va ensuite avoir une série d'aubages qui sont fixes ou qui sont pivotants, en fait, autour juste d'un pivot. Ces aubages-là vont nous permettre de convertir la pression en énergie cinétique de rotation, en quantité de mouvement angulaire. Le distributeur, entre autres, il nous sert à quoi? Il nous sert aussi à réguler le débit dans la machine, c'est-à-dire qu'il nous permet ça agit comme une valve qui nous permet de créer plus ou moins de perte de charge pour réduire justement pour réduire plus ou moins le débit à travers la machine, puis ajuster la production qu'on va faire, donc ajuster la puissance de la turbine. Donc, comme je le disais, à la sortie du distributeur, on a converti de la pression en quantité de mouvement angulaire. Puis dans la roue, la partie tournante, on va venir extraire cette quantité de mouvement angulaire-là. On va la transformer en couple mécanique qu'on va passer au travers d'un arbre.
ok, pour venir entraîner un alternateur qui va générer l'électricité. Essentiellement, l'écoulement rentre effectivement là, du côté de la bâche, est distribué de façon uniforme autour de la roue, puis va ressortir par une composante qu'on appelle l'aspirateur. L'aspirateur, c'est un divergent qui nous permet essentiellement d'augmenter le débit dans la machine pour être capable d'extraire le plus d'énergie possible de notre écoulement. Donc, dans une machine hydraulique, sa performance est beaucoup reliée en fait à la série dopage fixe, donc le distributeur, à la roue, mais aussi de façon très importante à l'aspirateur qui est un divergent. Ce que je vous montre ici, c'est un exemple, c'est des contours de pression dans une machine, dans une turbine Francis, c'est une coupe 2D. Puis ce que ça vous montre, c'est l'interaction entre la partie fixe puis la partie tournante. Donc, vous voyez les champs de pression osciller. Ça fait partie, c'est une des problématiques reliées aux turbines hydrauliques. Donc, ça vous donne une idée des fluctuations de pression qu'on peut retrouver. C'en est une, celle-là, qui est très, très structurée. Donc, on est facilement capable, c'est essentiellement géométrique comme interaction. Puis on est facilement capable aujourd'hui de prédire ce type d'interaction-là quand on est au sommet de la machine entre la partie fixe puis la partie tournante. Si on regarde je veux juste rapidement vous parler de la dimension des turbines hydrauliques, à quoi ça peut ressembler en termes de taille, euh, de production, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de produire par rapport à d'autres sources d'énergie. On va regarder ici la centrale des Trois-Gorges en Chine. C'est la deuxième plus grosse centrale au monde. Okay? Quand elle a été construite à l'époque, en fait, c'était la plus grosse. On parle de 32 turbines Francis de 10 mètres de diamètre. Chaque turbine produit à une puissance là, de 700 MW. Ça a pris 4 fabricants de turbines, donc trois des plus grands fabricants de turbines au monde, plus un fabricant chinois, pour être capable de fabriquer les turbines dans les temps, puis respecter l'échéancier fixé par le gouvernement chinois. Le record de production est quand même de 112, c'est le record absolu de production pour une centrale hydroélectrique. On parle de 112 TWh en 2019. Le coût total de la centrale est estimé à 30 milliards. Cette centrale-là aura permis, si vous voulez, d'enlever 30 millions de tonnes de charbon à la production hydroélectrique. Okay? Par contre, ça vient avec des impacts. Il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert. C'est pas que ça me dérange énormément, mais excellent, merci beaucoup. Donc, des exemples d'impact, par contre. Évidemment, le problème de l'hydroélectricité, c'est qu'on doit souvent inonder des réservoirs. Donc, on doit souvent inonder des zones qui étaient parfois justement habitées ou dans lesquelles on peut avoir, par exemple, des sites archéologiques. Les Trois-Gorges, c'est quand même un bon exemple. On parle d'1,2 million de personnes de déplacées. Donc, c'est 13 villes puis 200 villages qui ont été inondés. Puis, on va parler de 1300 sites archéologiques aussi qui sont maintenant sous l'eau. Au Québec, si on fait le parallèle avec la région de la Grande, on aurait l'impression que c'est un terrain relativement vierge, mais en fait, même sur le complexe La Grande, on a inondé des sites archéologiques, donc il y a eu des fouilles de fait avant d'inonder le réservoir de La Grande dans le nord du Québec, puis il y a aussi eu des cimetières qui ont été déplacés le long de la rivière. Euh, À quoi ça représente 700 mégawatts? Qu'est-ce que ça nous dit en termes de taille si on le compare à d'autres sources d'énergie? On prend des grandes éoliennes, 5 mégawatts, c'est pas les plus puissantes qu'on pourrait avoir, mais c'est dans la taille moyenne des grandes éoliennes. Une turbine de 700 mégawatts, ça va représenter 300 turbines de 5 mégawatts. Pourquoi? Donc ça représente 1500 ça représente 1500 mégawatts. Pourquoi est-ce que ça prend tant d'éoliennes pour équivaloir à une turbine? Ben, c'est essentiellement à cause de ce qu'on appelle le facteur d'utilisation. Le facteur d'utilisation, ça se calcule comme la production réelle d'une turbine par rapport à sa production idéale en continu. Donc, si la turbine fonctionnait à son point nominal toute l'année, que ce soit une éolienne ou une turbine hydraulique, elle produirait une certaine quantité d'énergie, mais sa production réelle est limitée par différents facteurs. Pour une turbine hydraulique, ça va être limité par l'hydraulicité, donc la quantité d'eau disponible dans vos réservoirs, puis par les périodes de maintenance. Ça va être aussi fonction de la demande. Donc, parfois, vous n'avez pas besoin de l'énergie, donc vous arrêtez la machine. Euh, pour les turbines hydrauliques, au Canada, on parle d'un facteur d'utilisation de 60%. L'énergie éolienne, par contre, on parle d'un facteur d'utilisation de 25%, donc un peu en dessous de la moitié de ce qui est le facteur d'utilisation d'une turbine hydraulique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la production réelle d'une éolienne va juste produire 25% du temps au final sur son total de production disponible. C'est dû effectivement à la présence de vent. Des fois, il n'y a pas de vent. Puis c'est aussi dû au fait que des fois, il y a du vent quand on n'en a pas besoin, puis il n'y en a pas quand on en a besoin. Ça aussi. Puis il y a aussi des questions d'entretien qui rentrent en ligne de compte, mais j'aurais la vague impression, j'ai pas de statistiques sur la question, donc je m'avancerai pas, mais j'aurais la vague impression que c'est quand même pas l'entretien qui est le gros problème sur les éoliennes, là. Probablement que c'est une technologie aussi fiable que les turbines hydrauliques. C'est vraiment l'apport énergétique, donc la source d'énergie qui est probablement moins disponible au moment où on en a besoin. Ça nous amène à parler très rapidement de la valse entre la production hydroélectrique, le solaire et l'éolien, donc trois sources d'énergie renouvelables. Si on regarde la production d'électricité totale dans le monde, il y a encore trop de production qui se fait. Donc, on parle en 2020 de 73% qui provient de sources non renouvelables, puis seulement 27% qui provient de sources renouvelables. Dans ces 27%-là, c'est 15% qui va venir, pas sur le total du 27, mais sur le total du 100 de l'ensemble de la production d'électricité. Il y en a quand même, bon, 16% qui provient de l'hydroélectricité, 6% qui provient de l'éolien, puis 3% qui provient du solaire. Je ne parlerai pas des deux autres, bien qu'ils ont aussi tendance à augmenter. Les deux qui ont augmenté dans les dernières années, je vous dirais dans les derniers 20 ans, évidemment, les deux proportions qui ont le plus augmenté, puis qui augmentent de façon très rapide encore aujourd'hui, ça se trouve à être l'apport du sol, surtout de l'éolien, puis aussi du solaire. Le problème, vous vous en doutez, le solaire, ça produit quand on a du soleil, puis l'éolien, ça produit quand on a du vent. Le gros problème, ça arrive quand on n'a pas de soleil, puis il n'y a plus de vent au moment où on en a besoin. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive quand la production solaire tombe, puis la production éolienne tombe, due à la météo? À ce moment-là, on va démarrer des turbines hydroélectriques. Aujourd'hui, c'est la façon de faire, c'est-à-dire qu'on va compenser sur le réseau par l'apport d'énergie hydroélectrique. Le problème avec l'hydroélectricité, dans ces cas-là, c'est qu'on va souvent être obligé d'opérer les machines dans des régimes où il pourrait y avoir apparition de structures dans l'écoulement qui causent des fluctuations de pression importantes, puis qui induisent de la fatigue sur les composants de la machine, ce qui peut nous amener jusqu'à l'initiation de fissures, mais pas juste de l'initiation de fissures. Vous pouvez vous rendre jusqu'au point où vous perdez des morceaux de turbine carrément. Puis là, à ce moment-là, ça devient dangereux et pour la centrale elle-même, donc pour les approvisionnements en hydroélectricité, mais potentiellement, comme on l'a vu dans certaines centrales en Russie, ça peut devenir potentiellement dangereux pour les gens qui habitent aux environs de ces centrales-là. Donc, c'est une problématique importante aujourd'hui d'utiliser les turbines hydrauliques pour être capable de compenser pour les variations dans les productions solaires et éoliennes. La technologie des turbines hydrauliques, pendant longtemps, a été faite pour fonctionner au point optimal, au point de meilleur rendement. En ce moment, le but, c'est d'élargir la capacité des turbines à opérer dans des plages d'utilisation où avant c'était exclu, ou avant ces plages d'opération-là étaient exclues du régime standard d'opération de la machine. Un des points d'opération qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sans charge. Donc, je vais vous parler un petit peu, c'est quoi le sans charge assez rapidement, je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail, mais si on regarde la colline de rendement d'une turbine hydraulique typique, ici on aurait ce qu'on appelle le coefficient de vitesse qui est basé sur la vitesse de rotation divisée par l'énergie disponible à la 1/2. Puis ici, vous avez le coefficient de débit, donc qui est basé sur le débit dans la turbine, divisé par, évidemment, bon, D c'est le diamètre, mais E à la 1/2, c'est aussi l'énergie disponible. À ce moment-là, on est capable de tracer des lignes d'iso-rendement. Donc, le rendement de la machine qui est défini par la puissance qu'on est capable d'en extraire sur l'énergie, sur le flux d'énergie disponible, rho GHQ, le flux d'énergie disponible aux bornes de la machine. On est capable de trouver une ligne où le rendement est zéro. Cette ligne-là, ça va correspondre à un rendement de zéro, ça correspond à une puissance de zéro, ça correspond à un couple à ce moment-là de zéro. On appelle ça la ligne d'emballement ou en anglais la runaway line. Cette ligne-là va départager deux modes dans la machine.
le mode où on est capable de produire, qu'on va appeler le turbine mode ou le mode turbine, puis le mode où on va ralentir la machine. À ce moment-là, la machine va freiner. Le couple est négatif. On va appeler ça le mode turbine en mode frein, turbine brake mode. Donc, sur cette ligne-là, ça se trouve être la ligne de sans charge. OK? Puis, il existe sur la ligne de sans charge un point important. C'est-à-dire que la plupart des machines qu'on a aujourd'hui, la grande majorité des machines, des turbines hydrauliques, des groupes turbines alternateurs qu'on a aujourd'hui, fonctionnent à une vitesse donnée, qui est la vitesse de l'alternateur, la vitesse synchrone de l'alternateur, parce qu'on utilise des alternateurs qui nous produisent de l'électricité à courant alternatif, donc à fréquence fixe, avec un nombre de pôles donné. Donc, ça nous impose une vitesse de rotation qu'on appelle la vitesse synchrone. Donc, il y a un point sur cette courbe-là, sur la courbe de sans charge, où notre machine tourne à la vitesse synchrone. Ce point-là, on l'appelle le point speed no load ou vitesse sans charge. La vitesse sans charge, à quoi ça sert? D'abord, vous pourriez opérer une machine à ce point-là. Donc, vous tournez, la machine est à la bonne vitesse de rotation, mais ne produit pas d'énergie. Donc, le couple est zéro en moyenne. Ça fournit ce qu'on appelle la réserve tournante. Donc, par exemple, c'est des turbines qui sont mises en attente pour pallier rapidement la production à des chutes de production de solaire et d'éolien. Mais aussi, évidemment, c'est le résultat d'une procédure de démarrage. Donc, quand on démarre une turbine, on l'amène à cette vitesse-là, on la synchronise, puis ensuite, une fois qu'elle est à cette vitesse-là, on peut synchroniser le groupe sur le réseau. Donc, le speed no load, en fait, ça a définitivement une utilité opérationnelle en termes de réserve tournante, mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes obligé de passer par ce point-là à chaque fois que vous démarrez une machine. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que les arrêts départ font partie de la famille des sans charge? Dans les faits, on va dire que les deux traversent la ligne de sans charge, okay? Puis que les problématiques de prédiction, nonobstant les variations de géométrie et de conditions frontières quand on a un démarrage ou un arrêt, les problématiques sont similaires. Si on regarde les problématiques qu'on retrouve dans la littérature, essentiellement, il y a deux types de phénomènes qui sont associés au champ de charge, soit des phénomènes qu'on dit chaotiques, où vous allez avoir des fluctuations de pression qui ne semblent pas associées à des phénomènes cohérents dans l'écoulement. Donc, à ce moment-là, on va parler de régime stochastique ou de fluctuation stochastique. Il y a plusieurs études qui se font aussi, vous avez des exemples, là. Il y a plusieurs types d'études qui se font pour essayer de comprendre en fait, ce qui pour essayer de comprendre les contraintes. Ici, vous avez un exemple sur les fluctuations de pression à différents régimes, dont le régime sans charge. Okay? C'est ce que vous avez ici. Puis vous avez les résultats de mesure de pression, puis les résultats de mesure de contrainte. Okay? Puis la difficulté, ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est de faire des bonnes prédictions des contraintes dans la machine. Il y a aussi beaucoup de phénomènes cohérents qui existent en sans charge. On va parler de tourbillons, c'est beaucoup des tourbillons en fait, là, la plupart du temps. On va parler de tourbillons en colonne. On va parler aussi de décrochage tournant, donc des rotating stalls. Typiquement qu'on va voir dans des compresseurs, mais ça va aussi arriver dans des turbines, dans les turbines hydrauliques en régime sans charge, les décrochages tournants, mais sont eux aussi associés typiquement à la présence de tourbillons. On peut voir aussi dans l'aspirateur l'apparition de grosses structures, donc ce qu'on appelle des vortex ropes ou c'est une forme d'éclatement tourbillonnaire. Si on regarde au niveau de la simulation des démarrages puis des speed no load, vous avez ici deux exemples. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout le monde est familier avec les approches fluide-structure. Je ne ferai pas trop de didactique à ce point-là, mais on a les approches unidirectionnelles puis les approches bidirectionnelles, sans compter les approches monolithiques, là. Mais des calculs, des exemples de calcul, on a ici un exemple de calcul unidirectionnel. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous donnez le chargement du fluide à votre calcul structure, puis vous faites des fluctuations dynamiques, mais vous ne prenez pas en compte les variations de la structure sur l'écoulement. Que vous utilisiez cette approche-là ou une approche bidirectionnelle où les deux s'échangent de l'information, donc c'est-à-dire que la structure vient déformer, la structure se déforme sous le chargement, puis la variation de la structure vient déformer le chargement, puis vous prenez en compte l'interaction entre les deux à chaque pas de temps. Dans un cas comme dans l'autre, en ce moment, la problématique qu'on a, c'est que les simulations n'arrivent pas à reproduire comme il le faut les mesures expérimentales.
Dans les défis qu'on peut citer, probablement du pourquoi, parce que c'est encore sous investigation, c'est encore une question un peu ouverte. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a toujours le fait, toujours la turbulence qui est dans nos jambes. Donc, les nombres de Reynolds sont très grands. Quand on parle de simuler ces interactions-là dans des machines, ça demande des maillages en termes de simulation numérique avec des méthodes eulériennes. Ça demande des maillages très gros. Donc, c'est des très grosses simulations. On a aussi présence de swirl. Je vous parlais tantôt qu'une machine hydraulique, ce qu'on fait, c'est convertir de la pression en quantité de mouvement angulaire puis l'extraire. Quand on est en régime sans charge, on convertit la pression en quantité de mouvement angulaire, mais on ne l'extrait pas. Donc, c'est typiquement des écoulements où le swirl domine. Donc, ça nous amène à des instabilités dans l'écoulement. C'est ce qu'on a vu. Puis, on a aussi présence souvent de cavitation. Puis vous pouvez avoir aussi de l'air présent dans le système. Donc, parfois, on va utiliser de l'injection d'air pour essayer de contrôler le système. Donc, il y a aussi toute une partie sur les écoulements multiphases qui est aujourd'hui encore problématique quand on parle de faire des simulations en régime sans charge. Maintenant, ce que je veux vous parler, c'est le laboratoire de machines hydrauliques de l'Université Laval et le consortium de recherche en machines hydrauliques. Avant de commencer, ce que je veux vous montrer rapidement, je pensais que je l'avais enlevé cette slide-là, pas grave. Comme vous êtes des gens, la plupart de Polytechnique, puis qu'à Polytechnique, l'aéronautique c'est fort, je me suis dit je vais vous faire un parallèle avec l'aéronautique pour vous expliquer comment sont conçues les turbines. Sur un avion, si je le fais de façon très simplifiée, là, on va commencer par faire des études analytiques, des études numériques. On va dimensionner notre appareil. On va venir ensuite faire des tests en soufflerie. On va itérer entre les deux pour en arriver à un design final. L'avantage, par contre, c'est qu'une fois qu'on est arrivé avec notre prototype, OK, une fois qu'on a notre prototype, on peut partir, faire des corrections, puis lancer une production en série. La production en série, elle nous permet quoi? Elle nous permet de faire de l'amélioration continue. Donc, le design évolue tout le temps, puis on améliore le design de façon constante. Puis, ça nous permet d'avoir des coûts de production décroissants. Donc, c'est très utile sur un avion. La production en série, vous en produisez plusieurs supposés identiques qui vont évoluer dans le temps, mais qui vont s'améliorer à chaque fois parce que l'avion en soi reste le même. Sur une turbine hydraulique, malheureusement, on va voir, c'est pas tout à fait pareil. À la base, c'est le même principe de conception, c'est-à-dire qu'on va faire de la simulation, on va faire d'abord des études analytiques, beaucoup de simulations numériques. On va ensuite aller en laboratoire pour faire des essais sur modèles réduits. Donc, comme pour un avion, on va avoir l'équivalent d'une soufflerie, mais qui est une boucle d'essai dans laquelle on va avoir un modèle réduit à l'échelle de notre turbine réelle. On va faire des itérations entre nos résultats sur modèle qui vont alimenter nos modèles numériques et vice-versa, pour en arriver à produire un premier prototype. Le truc, par contre, c'est que notre production, le nombre de turbines qu'on va produire, il est très limité, parce que chaque centrale demande une nouvelle conception de turbine. Chaque site a une turbine qui lui est unique parce que chaque site a des différences. Donc, le débit est différent sur chaque site, la chute est différente sur chaque site. L'installation de la machine elle-même va être différente, donc parfois la machine va être plus ou moins enfoncée en fonction de contraintes géologiques. Il va aussi avoir la présence d'abrasifs dans l'eau, donc dans certains cas, on va avoir une eau très abrasive, donc avec beaucoup de sédiments, par exemple au printemps. C'est à prendre en compte absolument dans le design, dans la conception de votre machine. Donc, puis généralement, quand vous êtes sur une centrale, vous allez produire peut-être une dizaine de machines au maximum. C'est des gros contrats. C'est dans les plus gros contrats quand on parle de l'ordre de la dizaine de turbines équivalentes. Sinon, la plupart du temps, c'est quelques turbines, là, 5, 6 turbines identiques qui sont produites pour un site. Donc, dans les faits, une turbine hydraulique, ça reste toujours un prototype. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle les turbines hydrauliques de production. Les machines qui produisent, on les appelle des prototypes. Donc, ça nous amène beaucoup de problématiques particulières aussi. Donc, c'est ce que vous avez vu, on est obligé de prendre en compte des régimes d'opération différents, sur des sites différents, avec des turbines différentes, ce qui fait que même en sans charge, même dans les démarrages, vous pouvez empiriquement déterminer une procédure pour réduire les contraintes, mais comme c'est empirique, c'est valable pour une machine, puis de façon amusante, c'est arrivé souvent qu'une procédure développée pour un type de machine ne fonctionne pas pour l'autre. Donc, ce qui fait qu'on est en constant besoin de faire de la recherche puis du développement au niveau de l'hydrodynamique, au niveau de la dynamique des structures, des interactions fluides-structures.
C'est là qu'entre en ligne de compte le laboratoire de machines hydrauliques. Le laboratoire, en fait, il est constitué essentiellement, ben, c'est constitué de gens, je le dis pas là. La première chose, c'est des gens. Donc, le laboratoire, c'est une équipe de chercheurs, de professeurs, mais surtout d'étudiants qui vont venir faire des recherches centrées autour d'une boucle d'essai de turbines hydrauliques qui répond aux normes de la Commission d'électricité internationale. Donc, qui répond en gros à toutes les normes définies par les manufacturiers de turbines, par les exploitants de turbines pour faire des essais sur modèle réduit. Okay? Essentiellement, ce que vous avez ici, le modèle, c'est la partie en bleu. Okay? Tout le reste en gris, les réservoirs qui sont ici, les tuyaux en jaune, la pompe qui est ici, tout ça, c'est uniquement la boucle d'essai. Donc, le modèle, lui, il est tout petit par rapport au reste de la boucle, mais tout l'intérêt, il est dans la boucle. Nous, au laboratoire de machines hydrauliques, en quoi on se spécialise? On se spécialise dans les études sur modèle réduit, donc de prime abord au début, surtout sur l'hydrodynamique, donc la mesure de la vitesse, de la pression des cisaillements. On s'est aussi spécialisé dans les opérations en régime transitoire puis les opérations en régime sans charge. Donc des transitoires, c'est des démarrages entre autres, là. Puis, plus récemment, on a commencé à s'intéresser aux interactions fluide-structure, donc à développer des méthodologies pour être capable de faire des mesures fluide-structure sur des modèles de turbines. On va constamment utiliser et la mesure sur notre turbine et les simulations pour être capable de répondre à des questions de R&D au niveau de l'hydrodynamique ou de la dynamique des interactions fluide-structure. Sur le banc, les instruments, si on veut nos instruments de recherche, nonobstant le banc, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser des méthodes PIV, donc de la vélocimétrie par image de particules. On va utiliser la méthode classique. On va utiliser la méthode TR-PIV, qui est la méthode résolue dans le temps, donc c'est de la PIV à très haute vitesse. On va utiliser de la vélocimétrie laser par effet Doppler, donc des méthodes LDV. On va aussi avoir des systèmes embarqués, donc des systèmes de télémétrie qui vont nous permettre de réaliser dans les parties tournantes, donc sur la roue, des mesures de pression, des mesures de déformation. C'est nos instruments principaux d'investigation expérimentale. On va aussi utiliser des codes de simulation numérique. Donc là, je l'ai mis en termes de, ça paraît peut-être pas trop là, mais je l'ai mis en termes de taille. Donc au départ, on va utiliser des codes commerciaux. La plupart du temps, c'est les mêmes codes commerciaux que vont utiliser nos partenaires industriels. On a quelques codes commerciaux qui sont pas nécessairement utilisés dans l'industrie, mais qui sont excellents pour faire de l'enseignement. On va utiliser un peu de code open source, puis on va faire quelques développements de code maison. Euh, Grosso modo, le contexte de la recherche, je vais passer vite là. Le contexte de la recherche au LAMH, c'est qu'au Canada, en fait, là, on a une expertise qui est reconnue mondialement dans la conception puis l'exploitation de turbines hydrauliques. Les turbines hydrauliques, comme je vous le disais, c'est une technologie idéale pour faciliter l'intégration d'énergie intermittente sur le réseau. Les turbines hydrauliques, ben, c'est la particularité, c'est que c'est toujours des prototypes. OK? Puis, pour être justement plus flexible, ça nous demande des nouvelles technologies puis des nouveaux outils de conception puis de simulation. Dernier point important, c'est qu'au Canada, il existe peu de programmes qui sont orientés spécifiquement vers les besoins de l'industrie hydroélectrique. Donc, la mission du LAMH, c'est quoi? C'est d'aider au développement de nouvelles technologies pour augmenter la flexibilité de la production hydroélectrique, approfondir nos connaissances pour améliorer la performance puis la pérennité des turbines, et surtout former la relève. En ce sens-là, en 2007, la personne qui a fondé Claire Deschaines, le professeur Claire Deschaines qui a fondé le laboratoire de machines hydrauliques au début des années 90, a démarré ce qu'on appelle le consortium de recherche en machines hydrauliques. Le consortium de recherche en machines hydrauliques, c'est quoi? C'est essentiellement des partenaires industriels. Donc, en ce moment, je m'excuse, c'est 3 exploitants de centrales, 3 manufacturiers qui vont nous amener leur savoir-faire, leurs équipements, leurs problématiques. C'est constitué aussi de l'Université Laval avec la boucle d'essai puis notre expertise en mesure et simulation. Et aussi l'École polytechnique, on collabore en ce moment avec le professeur Frédéric Gosselin qui nous amène son expertise en interaction fluide-structure. On va avoir une entente légale dans le cadre duquel on va faire des groupes de travail, de la formation des publications, on va réaliser de la recherche, évidemment, le but étant de réaliser de la recherche. Puis de la recherche, on va la faire au travers de projets de recherche centrés sur un type de machine.
Donc, de 2007 à 2011, on avait une machine hélice. Le projet s'appelait Axialité. De 2011 à 2016, on parlait d'un projet orienté sur une turbine bulbe-T. Puis depuis ce temps-là, on travaille sur un projet orienté sur une turbine de type Francis, donc le projet TR Francis. On peut se permettre d'avoir, en dehors de l'entente légale, avec l'entente légale, en fait, on pourrait avoir des collaborations aussi avec l'externe puis la communauté scientifique. Ça fait 35 minutes que je parle. Là, je vais commencer à vous parler de vraies affaires. Donc, je vais vous montrer des exemples en régime permanent et transitoire d'hydrodynamique d'une turbine bulle, mais aussi d'interaction fluide-structure. L'objectif du projet Bulb-T, c'était d'étudier la chute de rendement. On avait une problématique de chute de rendement sur la courbe de rendement de la machine. Donc, c'était entre autres d'étudier cette chute de rendement-là, donc de définir pourquoi est-ce que cette chute de rendement-là se produisait. Mais surtout, on voulait étudier les démarrages puis les régimes sans charge. Okay? Ce qu'on a fait dans le cadre de Bulb-T, c'est qu'on a fait des mesures expérimentales qui étaient alignées sur les besoins de la simulation. Donc, essentiellement, les mesures expérimentales étaient faites pour valider des simulations numériques. Il y a eu beaucoup, je ne passerai pas au travers de toutes les mesures qui ont été réalisées, mais il y a eu beaucoup de mesures réalisées à différents endroits de l'entrée de la machine jusqu'à la sortie, incluant des mesures assez uniques réalisées dans la roue elle-même. Donc, au laboratoire, on a été les premiers à publier, je me méfie tout le temps parce que premier au monde, ça ne veut pas dire que tu es le premier au monde, mais on a été les premiers à publier sur des mesures qui ont été réalisées, des mesures PIV réalisées dans une partie tournante de machine hydraulique, de turbine hydraulique. Si je vous parle d'un projet spécifiquement, je vais regarder un premier exemple, c'est des mesures de pression en régime speed no load, donc en sans charge, des mesures de pression sur les aubes. Donc, on avait une aube qui était instrumentée avec des capteurs de pression miniatures. On l'a fait tourner en régime sans charge. Qu'est-ce qu'on a observé de façon intéressante? On a observé la présence de deux fréquences qui dominaient en régime sans charge dans ce cas-là, okay? Qui dominaient le spectre de fréquences, deux fréquences qui étaient le multiple l'un de l'autre, donc 0.62 puis 1.18. Si on regarde ça ici, c'est obtenu avec des wavelets. Si on regarde le signal, en fait, ce que vous avez ici, vous avez l'échelle du temps, l'échelle des fréquences, puis les contours de couleur vous représentent l'amplitude. Donc, on avait ces deux fréquences-là, puis dans le temps, ce qui se passait, c'est qu'on avait une alternance de la présence des deux fréquences. Donc, quand la fréquence de 0.62 diminuait, ou dominait, je veux dire, la fréquence de 1.18, elle, était très faible. Puis réciproquement, quand celle de 1.18 dominait, celle de 0.62 disparaissait. Puis le comportement, il est assez répétable, puis par contre, il est répétable, mais aléatoire. On s'est posé la question, on a eu plein d'hypothèses, on s'est posé la question pourquoi, puis en fait, c'est avec des simulations numériques qu'on a été capable de répondre à la question. Essentiellement, ce qu'on a été capable de montrer avec la simulation numérique, c'est qu'il y avait la présence en régime sans charge de deux tourbillons, c'est vraiment deux structures tourbillonnaires qui évoluaient sous la roue. Okay? Puis ces structures tourbillonnaires-là, parfois, en fait, se désynchronisaient. Il y en avait juste une qui apparaissait. Okay? Parfois, il y en avait deux. Donc, à ce moment-là, quand on fait l'analyse en fréquence de l'écoulement sur les aubes de la roue, on était capable de retrouver nos deux fréquences qui ressortaient bien par rapport à l'expérimental. Donc, on était à 0.57 sur notre prédiction de fréquence réduite par rapport à 0.58 à l'expérimental, puis 1.22 par rapport à 1.18. Donc, à ce moment-là, on a été capable d'expliquer l'origine du phénomène. Maintenant, avant de passer à Jenica, juste un petit exemple d'interaction fluide-structure. Une autre des problématiques qu'on avait, je vous ai parlé de la chute de rendement autour du sommet tantôt. Une des problématiques qu'on avait qui était importante, c'est qu'on est venu faire des mesures sous la roue de la machine, donc des mesures LDV juste à la sortie, par exemple, de la turbine ici. Quand on faisait des simulations numériques, puis on a fait plein de types de simulations numériques, dont des simulations Hans, U-Hans, on a fait beaucoup de types de simulations numériques, mais on avait un décalage entre la vitesse tangentielle mesurée puis la vitesse simulée. On a eu plein d'hypothèses pour essayer de l'expliquer, puis une des hypothèses, c'est est-ce que la déformation de l'aube, donc on met une aube en charge, l'aube est en porte-à-faux, donc l'aube est juste supportée au centre, ok? Puis on s'est dit, est-ce que la déformation pourrait expliquer
la déformation de l'aube, qui est en charge, pourrait expliquer la variation de vitesse circonférentielle, la différence qu'on observe. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des simulations FEA. Donc, on a imposé le champ de pression qui venait de notre simulation, des conditions de support fixe, on a imposé la vitesse, on a testé plein de maillages pour faire une analyse de convergence de maillage, puis être sûr que nos déplacements puis nos contraintes devenaient indépendants du nombre d'éléments. On est venu évaluer les déplacements qui, somme toute, restaient quand même très faibles. Puis on est venu avec ça réimposer ces déformations-là dans la CFD, puis faire des simulations pour essayer de voir est-ce qu'on avait un impact sur la vitesse tangentielle. Fait qu'on s'est amusé, on a même multiplié par 4 la déformation qu'on avait estimée, puis en fait, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de changement. Okay? Donc, ça n'avait pas vraiment corrigé notre problème, on ne recollait pas mieux les mesures expérimentales. Donc, la différence est toujours à l'étude si jamais quelqu'un est intéressé. Okay? Donc, juste avant que je passe la parole à Janica, je vais juste rapidement vous introduire le projet TR Francis. Le projet TR Francis, ça vise à étudier les interactions fluide-structure dans une turbine Francis, okay? Lors des démarrages et des régimes sans charge spécifiquement. Donc, le but, c'est de voir qu'est-ce qui influence la durée de vie des turbines Francis en régime sans charge à l'aide de mesures puis de simulations. L'équipe, on va parler de 18 étudiants gradués, 10 stagiaires, dont Jenica était une de ces stagiaires-là, des stagiaires de premier cycle, 6 professeurs, dont Frédéric Gosselin, 3 chercheurs universitaires qui travaillent au laboratoire de machines hydrauliques et des spécialistes de l'industrie. C'est un projet d'une durée de 5 ans. Bon, avec la COVID, on va parler de 6 ans et demi, mais je ne veux pas en parler. Pour un projet total, là, la valeur incluant la contribution en nature de 6,7 millions. Grosso modo, les innovations dans TR Francis, okay, c'est pour la première fois dans une machine modèle, donc dans une turbine modèle, on va avoir une turbine avec une roue, donc avec une partie tournante qui est structurellement homologue au prototype. D'habitude, les roues sont faites, puis Janica va vous le montrer, sont faites différemment des prototypes parce que tout ce qui nous intéresse, c'est les surfaces hydrauliques. Dans TR Francis, on va avoir une roue structurellement homologue, donc identique au prototype. On va aussi avoir des mesures couplées fluide-structure, donc réaliser les deux en même temps, puis des séquences de démarrage sur notre turbine qui sont homologues. Tout ça, ça va nous permettre en fait d'en arriver à une description détaillée des interactions fluide-structure, surtout de fournir des données d'amortissement hydraulique ajouté. J'en ai pas parlé, mais ça reste un problème, l'amortissement hydraulique ajouté. Effectuer pour la première fois dans une turbine Francis des mesures couplées de fluide et de structure, mais dans la roue, faire des mesures fluides dans une roue de Francis, c'est pas facile. On a développé des moyens technologiques pour être capable de le faire. Surtout, on va former 18 ingénieurs hautement qualifiés. En ce moment, on est à l'étape, il y a eu 3 phases dans le projet. Il y a 3 phases dans le projet. Il y a une phase de développement préliminaire qui est complétée. Ce dont Janica va vous parler aujourd'hui, c'était des étapes de simulation, entre autres pré-mesures, une étape de planification des mesures, puis une étape d'investigation préliminaire de l'écoulement. Puis, on avait aussi une étape où on faisait l'analyse de l'écoulement puis de la structure. C'est ce qu'en ce moment, on est dans cette étape-là, donc des analyses séparées de l'écoulement et de la structure pour finalement terminer avec des développements en interaction fluide-structure. Donc, à ce point-ci, je vais laisser la parole à Janica. Merci, je vais juste partager mon écran. Ça devrait être bon comme ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les analyses structurelles primaires de la turbine TR Francis. Je vais parler le plus précisément de 2 projets que j'ai effectués. Puis, je vais également présenter les résultats de la maîtrise de Thomas Châteauvert qui est gradué l'été dernier. Donc, le plan de ma présentation, je vais commencer avec l'analyse des contraintes. Je vais vous présenter la méthodologie qu'on a utilisée, les réponses au point de meilleure map et à SNL. Puis, je vais vous présenter l'analyse des contraintes dans les orbes instrumentées. Je vais poursuivre par la suite avec les analyses modales. Donc, commençons avec les analyses des contraintes. L'approche qu'on utilise, c'est l'approche unidirectionnelle découplée. On utilise le logiciel M6. Plus précisément, on utilise CFX pour les simulations fluides, puis Mechanical pour les simulations structure. Pour les chargements, on a 2 options. Soit qu'on transpose les chargements de pression
ou le chargement de pression avec le chargement des cisaillements. Ici, vous avez les résultats pour les contraintes au point de meilleur rendement. Les simulations au point de meilleur rendement ont été effectuées à l'échelle prototype. La contrainte maximale est obtenue au bord de fuite à la couronne, puis cette contrainte-là correspond à 71% de la limite élastique du matériau. La contrainte maximale au bord de fuite à la couronne, ça correspond à ce qu'on retrouve dans la littérature pour une turbine Francis au point de meilleur rendement. Passons maintenant aux contraintes au régime sans charge. On a fait des simulations à l'échelle modèle et à l'échelle prototype. Ici, vous avez les résultats pour les contraintes à l'échelle modèle. On retrouve des contraintes maximales à 3 endroits différents. Donc, le bord de fuite à la couronne, le bord de fuite à la ceinture et le bord d'attaque à la ceinture. Dans tous les cas, la contrainte maximale est environ de 15% de la limite élastique du matériau. À l'échelle prototype, les résultats sont assez similaires. Les localisations des contraintes maximales sont les mêmes, donc le bord de fuite à la couronne, le bord de fuite à la ceinture et le bord d'attaque à la ceinture. Par contre, les contraintes sont un peu plus élevées. On atteint 23% de la limite élastique du matériau. Je vais passer maintenant à l'analyse des contraintes dans les aubes instrumentées. Donc, en fait, c'est qu'on veut installer des capteurs de pression dans des aubes de la roue. Pour ça, il faut donc percer des trous pour passer le capteur de pression, puis usiner des rainures que vous voyez ici là, pour faire passer les fils des capteurs de pression. On a 2 aubes instrumentées, donc une aube avec des capteurs d'un seul côté, puis une deuxième aube avec des capteurs des deux côtés, donc des rainures des deux côtés de l'aube. Par contre, bon, usiner l'aube comme ça, on voulait s'assurer que ça n'allait pas affecter l'intégrité structurelle de l'aube quand on allait la mettre sur le banc d'essai. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire une analyse des contraintes pour s'assurer que l'aube allait résister. Donc, pour ça, on a commencé par reconstruire un modèle de la roue fluide en ajoutant les 2 aubes instrumentées. Pour la simulation structurelle, les conditions limites que j'ai utilisées, j'ai imposé un déplacement nul à la surface en jaune juste ici. En fait, cette surface-là, c'est la surface de contact entre la roue et l'arbre. Les autres conditions que j'ai utilisées, c'est l'accélération gravitationnelle, la vitesse de rotation. Puis, au niveau du chargement, j'ai imposé le chargement de pression au point de meilleur rendement. J'ai choisi le point de meilleur rendement parce que c'est dans le cadre du projet, du moins, ou sur le modèle, c'est le chargement de pression qui va être le plus élevé qu'on va viser. Donc, ici, on a les résultats pour les 2 aubes instrumentées. Dans les 2 cas, la contrainte maximale que j'obtiens est autour de 11% de la limite élastique du matériau. Puis, la contrainte maximale se situe au bord d'attaque à la ceinture. J'ai également des contraintes relativement élevées là, dans la première rainure juste ici. Par contre, ce résultat-là m'a surpris parce que, comme j'ai mentionné tantôt, dans les turbines Francis, au point de meilleur rendement, normalement, les contraintes maximales, on les retrouve au bord de fuite à la couronne. Donc, la région là, ici. Puis, comme vous voyez, là, en ce moment, les contraintes dans cette région-là sont assez faibles. Donc, j'ai voulu investiguer un peu là-dessus. Puis, je me suis posé des questions par rapport à la géométrie. En fait, les premières simulations que j'ai présentées ont toutes été effectuées avec la roue structure. La roue structure, c'est une mise à l'échelle parfaite de la roue prototype. Puis, c'est une roue là, qui va être monobloc. Par contre, pour les simulations de l'aube instrumentée, j'ai utilisé la roue fluide. La roue fluide, c'est une mise à l'échelle, mais uniquement des surfaces hydrauliques. Donc, le reste de la roue là, est légèrement différent. Puis, pour assembler le tout, on utilise des vis. Vous avez là, ici l'assemblage de la roue fluide. Donc, entre les 2 géométries, il y a quand même là, quelques petites différences. Puis, je me suis demandé si les résultats que j'obtenais, s'il n'y avait pas une relation avec ça. Donc, j'ai décidé de simuler en enlevant la partie verte ici, là, la couronne verte qu'on voit, en simulant seulement la géométrie avec les aubes en rouge, puis la ceinture en jaune. Donc, pour ça, j'ai dû modifier légèrement ma méthodologie. J'ai changé là, la condition de déplacement nul, puis je l'ai posée sur les surfaces en jaune que vous voyez ici. Puis en fait, là, ces surfaces-là, c'est la surface de contact avec la couronne verte que j'ai présentée là, précédemment. J'ai utilisé le reste, là, c'est la même chose, là. Puis le même chargement de pression également. Donc, voici maintenant les résultats que j'ai obtenus avec la nouvelle géométrie. La contrainte maximale s'est déplacée, puis elle est maintenant là, dans le trou du capteur de pression là, qui serait
juste ici, puis elle correspond à 5 de la limite élastique du matériau. J'ai également le plus de contraintes dans les autres rainures, comme celle-là ici, puis celle-là sur le coin juste ici. J'ai encore des contraintes importantes au bord d'attaque à la ceinture. Par contre, comme vous pouvez voir ici, j'ai également des contraintes plus importantes au bord de fit à la couronne, ce qui correspond plus à ce que je me serais attendu comme résultat au départ. Donc, mon hypothèse par rapport à ça, c'est que l'utilisation de la géométrie de la roue fluide avec la couronne verte aurait rigidifié la couronne de la roue, qui aurait donc déplacé mes contraintes du bord de fit à la couronne jusqu'au bord d'attaque à la ceinture. Donc, pour conclure ce petit projet-là, on a également fait des tests avec des chargements de pression plus importants, donc avec une pression de 120 et 150 du point améliorement pour se laisser un petit facteur de sécurité. Dans tous les cas, la contrainte maximale que j'ai obtenue était nettement inférieure à la limite élastique du matériau. Donc, j'en conclus que les aubes instrumentées ne vont pas fissurer quand on va les mettre dans le banc d'essai. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma présentation, soit les analyses modales. L'objectif d'une analyse modale, c'est de prédire les fréquences et les modes proches dans l'eau et dans l'air de la roue de la turbine. Également, on peut s'amuser à investiguer les paramètres qui vont affecter la modélisation. Puis plus précisément, dans ce cas-ci, on a voulu étudier la variation de la vitesse du son dans le canal interrobe. Donc, c'est une petite introduction sur les analyses modales dans les turbines Francis. Les paramètres qui vont influencer, là, évidemment, il va y avoir le fluide, le confinement, les conditions frontières et la vitesse du son. Les modes qu'on va obtenir sont généralement les mêmes. Donc, d'un côté, on a les modes nodaux. Les modes nodaux vont être caractérisés par une déformation de la ceinture, puis on peut facilement les reconnaître là, en comptant les diamètres nodaux. Les autres types de déformations, ça va être des modes plus globaux, donc qui vont être caractérisés par une déformation globale de la turbine. Ici, j'ai illustré le mode global 1, qui est caractérisé là, par une torsion de la roue. On a fait également là, des analyses modales dans l'air. Donc, on les a fait expérimentalement, puis numériquement. Puis, comme on peut voir, là, les résultats concordent très bien. La différence maximale qu'on obtient entre les résultats expérimentaux et numériques est de 2,4 pour le mode ND6. Dans le cas de la turbine qu'on étudie, le mode ND6, c'est le mode critique là, pour les interactions rotostatoires. Bon, comme passons maintenant aux analyses modales dans l'eau, comme je l'ai mentionné précédemment, le confinement va avoir un impact sur les résultats qu'on va obtenir. Donc, Thomas Chateauver avait fait un premier test en installant la roue dans un cylindre fluide, puis en faisant varier le diamètre de ce cylindre-là, de 30 cm jusqu'à 3 cm. Puis dans le graphique, là, ici à gauche, vous pouvez voir que plus le rayon du cylindre diminue, plus la fréquence obtenue diminue également. Les modes sont les mêmes. Là. Donc, le confinement a un impact sur les fréquences qu'on obtient. Le paramètre qu'on voulait investiguer plus précisément, c'était au niveau de la vitesse du son. En fait, dans l'eau, à 20 degrés, la vitesse du son va être évaluée à 1481 mètres par seconde. Par contre, dans la littérature, pour les simulations des roues de turbine Francis, les simulations numériques là, pour les analyses modales, on va remarquer que la plupart du temps, la vitesse du son qu'ils vont utiliser pour leur domaine fluide va être plus basse, va même descendre jusqu'à 1000 mètres par seconde. Puis en fait, la raison pourquoi la vitesse du son imposée est plus basse, c'est pour réussir à faire concorder les résultats numériques et les résultats expérimentaux. Il y a un Norvégien, M. Hudby, qui s'est interrogé sur le sujet. Il est en arrivé avec l'hypothèse qu'on pouvait comparer le canal interrobe d'une turbine à un tuyau circulaire. En fait, on sait dans un tuyau circulaire que la vitesse du son peut varier en fonction du diamètre et de l'épaisseur du tuyau. Donc, par contre, le canal interrobe, ça n'a pas vraiment une forme circulaire, ça a plus une forme rectangulaire. Donc, M. Hudby a adapté la formule pour calculer la vitesse du son dans le canal interrobe, puis il le fait à différents endroits dans son canal. Puis là même, on voit là, les résultats dans le graphique ici à gauche. Puis il a même atteint là, une vitesse de 40 mètres par seconde à la sortie du canal interrobe, ce qui est vraiment très faible. Elle t'a noté, premièrement, que la turbine qui était utilisée dans le cas de Hudby était une turbine de très haute chute. Donc, sa turbine avait une forme, là, comme on voit ici, là, beaucoup plus aplatie que la turbine la roue qui est étudiée dans le cadre du projet TR36. Également, une autre chose qui est à noter, c'est que la vitesse du son, c'est assez difficile à aller mesurer en réalité. Donc,
C'est pour ça qu'on essaye de la définir comme on peut. Il y a un premier test qui a été fait par Thomas Chateauvert qui a été d'étudier un peu si on varie spatialement la vitesse du son, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Donc, il a créé différentes configurations. J'en présente deux ici. Dans la zone rouge, la vitesse du son était posée à 1500 mètres par seconde. Dans la zone bleue, la vitesse est à 1200 mètres par seconde. Puis dans la zone verte, la vitesse varie de 400 jusqu'à 1000 mètres par seconde. Puis ici, dans les graphiques, vous avez là, les résultats en fonction de chacun des modes, puis la vitesse là, dans la zone verte. Comme vous pouvez le voir, pour la configuration B, le mode ND6 a été particulièrement affecté par la diminution de la vitesse du son dans la zone verte. Par contre, là, pour la configuration C, on voit là, que l'impact est beaucoup plus faible. Donc, ce que ça nous a permis de conclure, c'est que, bon, comme on le savait, la valeur numérique de la vitesse du son influençait les résultats qu'on obtenait, mais également la variation spatiale de la vitesse du son avait un impact. Par contre, il faut dire que les configurations qui sont présentées ici, là, ça ne représente pas la physique réelle de ce qui se passe. C'est des domaines légèrement arbitraires. Donc, la prochaine étape qu'on a voulu faire, c'est d'établir une variation continue de la vitesse du son dans la roue pour essayer de se rapprocher davantage de la physique réelle. Donc, pour ça, j'ai réutilisé le même domaine acoustique que la configuration in situ. Puis, j'ai imposé une variation spatiale continue de la vitesse du son. Donc, à l'entrée du canal interrope, la vitesse était posée à 1000 mètres par seconde, puis à la sortie, la vitesse était posée à 100 mètres par seconde. Comme d'habitude, ma condition limite de déplacement nul, là, je l'ai imposée sur la surface en jaune ici, là, qui est la surface de jonction entre la roue et l'arbre. Ici, vous avez les résultats que j'ai obtenus. Donc, ça représente la fréquence obtenue avec une variation continue de la vitesse du son sur la fréquence obtenue avec un domaine avec une vitesse du son constante de 1100 mètres par seconde. Vous avez les résultats à l'échelle modèle et à l'échelle prototype. Et comme vous pouvez voir, là, les résultats sont assez similaires d'une échelle à l'autre. On remarque que l'influence de la variation continue de la vitesse du son, son impact a été plus marqué pour les modes nodaux plus élevés, là, ND4, ND5, ND6, puis également pour le mode global 1. On appelle une différence jusqu'à 4, presque 5 c'est pas beaucoup, 4 mais pour une turbine, ça peut avoir un impact sur son opération. Donc, en conclusion, l'objectif de ce projet-là, c'était d'implanter une variation continue de la vitesse du son. Les fréquences naturelles obtenues étaient plus faibles, comme on s'y attendait, puis les formes modales obtenues étaient les mêmes qu'avec un domaine avec une vitesse du son constante, comme on s'y attendait. Les travaux sur ce projet-là sont toujours en cours pour approfondir le sujet. Donc, merci. Je vais repasser la parole à Sébastien. Sébastien, on t'entend pas? Merci Christophe. Merci. Bon point. Parler dans le vide, c'est toujours amusant. Finalement, Janica, j'aurais dû te laisser faire la conclusion. Ça aurait été moins confusant. Donc, en conclusion, les turbines hydrauliques doivent être adaptées aux nouveaux modes d'opération dus aux changements sur le marché puis à l'introduction des nouvelles sources d'énergie. La clé pour permettre pour faciliter l'introduction de ces nouvelles sources-là à l'aide des turbines hydrauliques, c'est évidemment les études multiphysiques. Puis le MAMH, justement, s'est spécialisé dans la réalisation de ces études-là. Notre mission, évidemment, ça, c'est notre mission, c'est de contribuer à la diversité des approvisionnements en électricité, et supporter l'industrie canadienne en hydroélectricité et surtout former la relève. Merci beaucoup, Sébastien. Presque fini, j'attendais juste la dernière. Finalement, le LAMH lui-même devrait changer de nom au mois de mai. On va s'appeler à partir du mois de mai, on va s'appeler EKI, qui va devenir un centre d'innovation en hydroélectricité. Éventuellement, on devrait aussi s'attaquer à des problématiques beaucoup plus larges que juste l'opération des turbines hydrauliques. Donc, merci tout le monde.